Parce que tout ça va permettre effectivement de mettre ces petites voitures sur cette autoroute de l'information et qui va permettre de faire effectivement quelque chose et de bâtir à travers ça véritablement la vision de demain. Alors c'est sûr que c'est compliqué. Quand on parle d'ubérisation, etc., quand on parle d'ubérisation, c'est un changement de paradigme qui est fort. Moi je parlais avec un taxi à Paris, il m'a dit ouais tu comprends, j'ai payé 200 000 € ou 300 000 € ma licence, il n'est pas question. Mais j'ai dit j'ai pas là de suite, parce que plus tu attends, moins tu pourras la vendre. Alors après l'État peut-être indemnisera ou autre, mais aujourd'hui l'ubérisation, le système d'ubérisation, après il faut réglementer parce que la législation, le législateur n'est pas prêt. Hein. Moi je rencontre souvent des députés, des sénateurs ou autres, je les interpelle et ils ont du mal à intégrer, parce que c'est complexe d'intégrer cette nouvelle économie, de la réformer, de la structurer, d'extrapoler, parce qu'il faut être visionnaire, il faut être ce Pierre-Paul Riquet qui voit avant les autres et qui arrive à convaincre plus loin pour que le législateur permette de dire ben, on va taxer parce qu'on ne peut pas avoir une concurrence déloyale du taxi avec un Uber qui ne paye pas de taxes, etc. Donc il y a une vraie volonté. Mais quand on regarde l'ubérisation, le système d'ubérisation, pour ceux qui ont déjà pris Uber, c'est fabuleux. Ça veut dire que la relation, on n'a plus de relation de client à fournisseur. Vous avez une relation de l'égal à égal. Ça veut dire que vous notez le chauffeur, et le chauffeur vous note. De 1 à 5 étoiles. Très intéressant. Et si vous êtes un bon client, entre guillemets, vous avez 5 étoiles. Par contre, si vous avez une moyenne de 3 étoiles, lui qui va recevoir la demande, eh il va dire ah, peut-être que je vais prendre une autre course. Et vous, de la même façon. Ça veut dire que la relation avec l'autre, elle est complètement différente. Et ça me permet de parler d'un élément que vous allez entendre, et pour moi qui est vraiment révolutionnaire. Blockchain. Alors, c'est un mot, pour certains, difficile, la chaîne des blocs. Cette notion-là, elle est très révolutionnaire dans l'approche. Je vais essayer de rester simple. Bon, le blockchain, c'est une chaîne mathématique qui va permettre de faire une identification, je vais rester simple, et qui va permettre d'enlever le tiers de confiance. Aujourd'hui, quand vous avez une relation avec un financier, quand vous échangez de l'argent, madame, entre nous, vous passez par un banquier, vous déposez de l'argent chez un banquier, le banquier vous transmet une relation. Aujourd'hui, le blockchain, vous avez entendu parler d'un autre nom, Bitcoin. Bitcoin, c'est une application du blockchain. Ça veut dire que la relation, j'ai un agrément, une validation qui me permet véritablement d'avoir un label, un certificat, qui va me permettre de dire ce que je vais vous transmettre, c'est vrai. Et ce que vous allez me rendre, c'est complètement vrai. Donc j'élimine la troisième personne, le tiers de confiance. Et là, c'est fabuleux, je reviens dans un pays qui est extraordinaire. Pour ce pays, Estonie, je vais y aller, il va falloir m'inviter à une délégation. L'Estonie, le premier pays au monde à avoir créé une chaîne de blockchain pour les non-résidents estoniens. Ça veut dire que demain, vous n'êtes pas estonien, vous voulez avoir un certificat, ça existe depuis quelques mois, il y a à peu près une dizaine de milliers de gens qui ont cette connexion, et on a un certificat validé par un État, donc c'est un vrai label, avec un algorithme, etc., qui permet d'avoir une identité forte, et qui permettra de faire la transition. Alors je vais faire un peu mal aux oreilles à un ami que j'ai dans la salle, qui est notaire de profession. Lorsqu'on fait un acte, mon cher Michel, aujourd'hui, la transaction d'un bien, je la fais entre deux individus, mais il y a un officier ministériel qui a été par l'État désigné, etc., qui garantit tout ça. Et bien demain, malheureusement, dans la notion, Michel, la notion de blockchain rentrera en jeu. C'est incontournable. C'est ça qui est fabuleux. Et le problème, vous vous rendez compte, c'est un tsunami qui arrive sur nous. Mais quand Macron dit ça, je ne fais pas de politique, c'est pas du tout mon rôle. Il anticipe quelque chose qui est en train d'arriver. Le problème, c'est tellement fulgurant et c'est tellement dévastateur dans l'approche aujourd'hui, mais c'est compliqué à admettre. Si vous avez effectivement fait des études, acheté des charges, vous ne pouvez pas dire monsieur du jour au lendemain. Et c'est là où le législateur doit être performant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un territoire comme le nôtre peut condenser tout ça, peut stocker tout ça. Je reviens sur le pôle numérique. Le pôle numérique, ma volonté, c'est d'implanter des data centers ici. Un ou plusieurs. Ce n'est pas le fait de faire un data center qui m'intéresse. Ça veut dire que si on met un data center, alors en restant simple, si on fait un pôle numérique de grande expression, imaginez que demain à Carcassonne, j'exagère, c'est mon côté sud, mais c'est comme si on mettait le port de Barcelone et l'aéroport de Roissy à Carcassonne. Pareil. Mais d'une manière numérique. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est sûr que c'est plus facile de faire les travaux, et c'est ça qui est compliqué. Ça veut dire que si on arrive à faire ça, faire un data center,
et M. Maraviti, qui est un spécialiste, le sait très bien, mais ça va nous permettre effectivement d'alimenter, avoir des énormes tuyaux de qualité. Parce que pour alimenter un data center, il faut avoir plusieurs liens différents, des autoroutes qui arrivent dans le bâtiment, de l'électricité qui alimente avec des courants électriques d'alimentation différente, donc des infrastructures. Qui dit infrastructure dit le BTP qui pourrait bénéficier après l'avoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le numérique, il est vraiment fondateur de tout. Il est fondateur de toute cette économie qui peut libérer, donc structurelle, à travers les BTP, etc., mais après économique, à travers tout ce qu'on va pouvoir, effectivement, attirer dans l'exploitation. Et alors, c'est bon, j'ai l'impression de parler longtemps, mais j'ai beaucoup de sujets. Et donc, ce qui est intéressant dans l'entité, c'est qu'on va pouvoir bâtir à travers ça, effectivement, un écosystème. C'est pas de répondre, mon but c'est pas de faire la promotion en disant il faut que de la fibre, non. Pour moi la vision elle est globale et tous ensemble, on doit réagir. Et le bouquin il est fait dans ce sens, hein. On dit le numérique transubstantif, c'est une relation avec le passé et le futur, mais réagissez parce que nous devons être tous acteurs de ce que nous faisons. Chacun d'entre vous, vous avez des responsabilités de chefs d'entreprise, d'élus, etc. Mais vous devez prendre en considération. Moi quand M. Clarès me dit, mais moi je vais faire 2 liens fibre optique sur la commune, bravo. Je dis, ici, vous pouvez en faire 4, monsieur le maire, ça sera encore mieux. Parce que demain, tous vos habitants auront besoin de ça. Et plus vous en ferez, mieux ça sera. Ça ne sera jamais assez. Aujourd'hui, quand je vois des travaux dans les rues où on ne tire pas de la gaine pour mettre en attente de la fibre optique, c'est une aberration. Ça fait 20 ans que je le dis. Quand le gars est venu à mon bureau, c'était marrant, il y avait Didier Cordonnier qui l'a mis dans le page, j'ai dit, regarde, il y a 12 ans, il y avait des journalistes qui écrivaient déjà le haut débit. Hein, on a perdu 12 ans, hein, c'est dommage. Hein, et c'est ça qui est dramatique, parce que... Alors aujourd'hui, j'ai, entre guillemets, une écoute plus forte, et je vous en remercie, vous en êtes les témoins. Et grâce à tout le buzz que l'on fait à travers, médiatiquement, et à travers le bouquin avec Bernard, et tout ce que vous me permettez d'exprimer. Mais c'est ça que je veux... Le message à retenir, que je veux faire passer, c'est réagissez, parce qu'on a véritablement une pépite entre les mains, et qu'il va falloir exploiter. Cette pépite entre les mains, un des exemples, alors il y a un exemple, on est en train de monter un projet, un de plus. On va monter un projet avec deux comparses que j'ai trouvés. Voilà, ça c'est les réseaux. Voilà, j'ai trouvé David Tanakodi et Philippe Contal, qui sont deux passionnés. Et un jour ils sont venus, l'un a frappé la porte, il m'a dit j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'on communique, parce que le but, c'est ça qui est intéressant, je ne connaissais ni l'un ni l'autre, ils sont venus toquer à ma porte en me disant voilà, j'ai un projet, ça m'intéresserait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer, et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de convergences, et donc on a un projet, un grand d'autres, mais ce n'est pas le fait d'avoir un projet, mais c'est une explication de ce qu'on pourrait faire dans la société, avec une pépite qui est une des plus belles pépites au monde, parce qu'elle est au patrimoine mondial de l'humanité, et nous avons la chance d'en avoir deux. C'est qu'aujourd'hui, on a un territoire touristique qui est super. Sauf qu'il y a des spécialistes du tourisme. C'est l'été, 2 mois par an, où là, on a 15-18 000 personnes dans la rue principale de la cité, où on ne peut pas marcher, tout le monde se fait écraser les pieds, tout le monde, effectivement, c'est un peu difficile. Et ces gens-là, alors ça c'est intéressant, juste un paradoxe, je vais y revenir. Et ces gens-là, effectivement, passent 3 heures, dépensent 17,80 € en moyenne, et repartent ailleurs. Et ce qui m'a fait rebondir, c'est que, qu'en janvier, il y a le plus grand salon du monde de la technologie qui s'appelle le CES à Las Vegas. Là, c'est le plus grand salon du monde de technologie. Vous avez entendu parler, parce que quand c'est en France, toutes les chaînes, toutes les radios en parlent. Il y a 3600 exposants du monde entier. Il faut savoir qu'on faisait partie de la délégation Berger et Frédéric encore, voilà, on était dans la même délégation, une délégation super bien organisée par la région sud. Et on avait de belles pépites de Carcassonne. Et oui, avec des boîtes comme Enco, etc., des magnifiques, dont je fais partie d'une délégation, parce que tout ce qui m'intéresse, tout ce qui bouge quand on connaît la planète. Et à ce salon, qui est mondial, et j'ai fait 19 km par jour, pour vous dire la grandeur du salon. Il y avait 4 grandes thématiques. Sur ces 4 grandes thématiques, il y avait les objets connectés, qu'on appelle IoT. Ça, il y en avait partout.
Alors les objets connectés, c'est tout ce qui dialogue avec un ordinateur pour rendre des informations, qui peut être la santé, un compteur électrique, un compteur d'eau, un compteur de passage, une caméra, tous ces objets qui transitent. Il faut savoir quand même des objets connectés. Alors les statistiques varient à tellement de milliards, il y en a qui disent que ce sera 50 milliards en 2020, il y en a qui disent que c'est 80 milliards. Des milliards et des milliards d'objets connectés. C'est-à-dire qu'on est 7 milliards sur la planète, et en gros on aura 7 ou 8 objets connectés sur soi. Un smartphone est un objet connecté, cette montre est un objet connecté, un GPS est un objet connecté, et une caméra est un objet connecté. Donc effectivement, on a fait vite le tour. Première thématique, c'était les objets connectés. Tout ça transite toujours par le réseau, hein, par les gros tuyaux tout à l'heure. Il y avait une deuxième thématique qui était les drones. Et ces drones qui étaient des jeux, soit militaires du moins de côté, ou gadgets. Et là maintenant c'est devenu des vrais outils. Aujourd'hui on fait des actions sanitaires en Afrique pour aller porter des médicaments à 80 km au milieu de la savane ou autre, avec un drone qui va se poser au centimètre carré, qui va lâcher. Et demain vous verrez des drones, vous livrez des choses. Mais qui dit drone dit aussi des ordinateurs qui devront piloter, etc. Ça, c'était la deuxième thématique. La troisième thématique, on avait la 3D et la réalité augmentée. Et là, c'est un des éléments qui, effectivement, est important. Pourquoi? Parce que et les imprimantes 3D, donc l'imprimante 3D et la réalité virtuelle, et alors David, on vous montrera tout à l'heure, hein, mais on pourra vous montrer des expériences qu'on a pour donner de la réalité augmentée. Et ça m'a fait un tilt en disant, mais j'avais déjà l'idée effectivement d'investir dans ce domaine-là, parce que demain, on va effectivement, à travers la réalité augmentée et la 3D, donner des cours, donner la capacité à faire une intervention dans une centrale nucléaire sans y rentrer. C'est-à-dire aujourd'hui, faire une centrale nucléaire, se mettre en position de risque, c'est un peu compliqué, mais là on peut imaginer, on peut rentrer dans la centrale nucléaire, faire les manipulations, effectivement apprendre, on peut apprendre des cours de langue, on peut apprendre des cours de cuisine, on peut apprendre plein de choses, etc. Et là je me suis dit, mais franchement, avec 2 ou 3 millions de visiteurs à la cité de Carcassonne, où on n'a que du passage, et au bout de cela on n'a pas de traces, et pendant le congrès à Las Vegas, il y a 3 ou 4 Américains qui m'ont interpellé parce qu'on avait des gros badges et la ville où on était, ils disaient « Ah, Carcassonne, racontez-moi Carcassonne ». Donc il a fallu que je leur explique Carcassonne pendant 2 minutes. Je n'expliquais pas ma technologie, mais alors je leur expliquais Carcassonne. Et ils étaient admiratifs. Et j'ai dit « Mais franchement, il n'y avait pas de lien ». Ça veut dire quand ils sont, parce qu'ils l'ont visité ce Carcassonne, ils l'ont visité, ils ont pris des photos, ils ont pris leurs enfants, leurs petits-enfants, tout ça, ils sont partis avec, ils ont oublié. Et là, le projet qu'on veut lancer, entre autres, c'est un projet comme un autre. Hein. Le projet qui se lance là, c'est de dire, voilà, là on a 2 ou 3 millions de visiteurs, mais on va essayer d'avoir en finalité une empreinte numérique pour les rentrer dans un écosystème. Et cet écosystème, mais comment on va faire? Mais on voit que, déjà que la cité de Carcassonne, mais on a un pic d'activité l'été, et en janvier c'est mort, c'est effectivement. Et le but, on pourrait effectivement augmenter l'activité en faisant venir dans les tours opérateurs, en pré-vendant, et en les faisant rêver à distance. Ça veut dire qu'ils pourraient rentrer dans les visites virtuelles de la cité de Carcassonne. Et là, ce qui est intéressant, et j'en parlais l'autre fois avec Daniel, c'est qu'aujourd'hui, dans le parcours d'un touriste, mais qu'est-ce qui se passe? Mais 40% aujourd'hui, des gens qui ont un ordinateur, qui voyagent, préparent leur voyage à travers Internet. Alors c'est important. Pourquoi? Parce que ça montre effectivement qu'on a à travers ça une utilisation interactive de l'outil. Et qui dit l'outil? Si vous préparez un voyage, 40%, il y a 11% uniquement à travers des agences de voyage. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur le lieu? Et vous voulez utiliser l'outil. 76% de 18-24 ans veulent utiliser l'outil sur le site. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à Carcassonne, mais qu'est-ce qu'il faut? Dès qu'on met le pied, comme moi quand je suis allé à Pise, mais qu'on fasse une social connect, qu'on ait des bornes pour des milliers de connexions, pas pour 10 ou 20 connexions, des milliers et des milliers, parce qu'on a des pointes à 17 ou 18 000 visiteurs dans la même journée, donc ça demande effectivement des ressources énormes. On est dans ce qu'on appelle du hotspot. Ça va permettre effectivement de donner. Alors ces appareils, pour ceux qui ne savent pas, il y a une boussole, il y a une géolocalisation, et au mètre près, on sait où on est. Ça veut dire que je suis au pied de la cité, j'arrive à la porte Narbonnaise ou la porte d'Aude, que je trouve 10 fois plus belle, et ça veut dire que je peux savoir que
j'ai stationné là, et je peux faire un parcours. Ça veut dire que s'il y a du monde dans la rue principale, on va pouvoir capter les individus et leur dire, hop, allez sur la droite ou la gauche, parce que là, il y a des trucs intéressants. Je vais aller goûter le vin de la Tourboisée, puisqu'il a un très bon rosé, c'est l'été, et bien à ce moment-là, il va pouvoir avoir, et si la personne, lorsqu'il sera arrivé au pied de la cité, comme il s'est connecté avec le Social Connect, c'est-à-dire avec ce compte Facebook, LinkedIn ou autre, et ça y est, on connaît son profil type, hein. Et derrière, on aura dans cette base de données qui sont importantes. Si on a la capacité d'en faire l'extraction, la valeur, elle sera là. La valeur, ensuite, elle va être que le touriste, lorsqu'il va se balader, donc lui, il est utilisateur. Il va vouloir. Donc ça veut dire, et c'est là où on va lui donner de l'intérêt, pour qu'il véritablement il capte. Donc on a des outils comme les imprimantes, le boîtier là, de... Voilà, c'est ça. Je peux l'ouvrir, s'il te plaît. Voilà. Imaginez, ça a été inventé par un ingénieur de chez Google. Vous savez Google tous. Le mec, il a créé un cardboard. Un cardboard, c'est une boîte à carton, tout simple. Hein. Il s'ouvre, hop. Alors il y a différents modèles. Hein. Différents modèles. Ici, on glisse son iPhone. Voilà. On ferme. Il y a un petit élastique. Ça coûte 1,50 €. Hein. Imaginez demain, cité de Carcassonne, ville de Carcassonne, Aglo, ou ce que vous voulez, ou pays Qatar, la pub qu'on pourrait faire, qu'on pourrait reprendre. David pourra vous montrer l'utilisation tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va pouvoir distribuer ces objets, ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va venir à son pays, elle va dire, tu as vu à Carcassonne, les mecs, ils ont une cité qui date du Moyen-Âge, mais ils savent faire. Regarde ce que j'ai vu, là ce que j'ai partagé. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une visite virtuelle, mais avec leurs propres objets. Alors il existe des expériences. Hein. Les expériences, elles sont multiples. On peut citer par exemple Chambord, on m'a dit Chambord c'est extraordinaire. J'ai dit non, personnellement c'est pas bien, du moins c'est très bien parce que ça existe. Hein. Aujourd'hui, quand vous visitez quelque chose, vous avez un audio guide. D'accord? Donc vous connaissez tous les touristes et après vous rendez l'audio guide. Alors là ce qu'ils ont fait un audio guide interactif. Chambord, il n'y a pas de meubles, on prête une tablette que vous louez, vous visitez et ensuite vous la rendez. Frustrant, hein? Quand vous utilisez cet objet, qu'est-ce que vous faites en permanence? Vous faites des selfies, vous partagez, etc. Et vous avez envie de partager, de communiquer ce que vous avez vécu. Et là, l'objet, tout le monde l'a en poche, donc on n'a pas besoin de les louer. Donc il faut offrir l'application. Il faut dire, voilà, la collectivité, on offre l'application, on a du Social Connect, on a du Wi-Fi à haute densité, on peut faire jusqu'à 10. Je veux dire, j'ai fait une étude, c'est mon métier, pour faire une connexion pour 15 000 utilisateurs en simultané sur la cité de Carcassonne, c'est un billet de 200 à 300 000 €. Sans compter l'infrastructure du réseau de la fibre, hein, du commun des antennes. Ça veut dire que c'est pas inaccessible, on ne parle pas de millions et de millions d'euros. Après, bien sûr, il y a tout un back-office à mettre en place pour extraire l'information, ce qui va être intéressant. Ça veut dire qu'à travers ça, la personne qui va visiter, elle va pouvoir visiter, elle va pouvoir visiter et rentrer dans la cathédrale Saint-Nazaire et voir les vitraux, on va lui dire, mais ça c'est vitraux, ou leur expliquer l'orgue, et on va avoir l'outil. Pourquoi? Parce que quand il se situe, on sait exactement sa position. Et lorsqu'on a sa position, ben on va pouvoir effectivement orienter. Donc on va se connaître un cheminement que va faire le touriste à travers la cité, et on pourra le faire descendre à la Bastide. On a beaucoup de mal de faire descendre le touriste à la Bastide pour ceux qui sont carcassonnais, mais tout le monde est à la cité, et tout le monde rentre par la porte narbonnaise. La porte d'Aude, pour que s'y connaissent, elle est 10 fois plus belle, parce qu'elle a réellement quelque chose qui est magnifique, mais là on peut le noter. Ici, si tu peux montrer avec la tablette, voilà, ça c'est la réalité 3D. Ça veut dire qu'à partir d'une image de référence, bon là c'est un bout de papier, hein, mais ça pourrait être la porte narbonnaisoise, un objet ou une statue, mais on pourrait très bien imaginer une élévation. On pourrait avoir une élévation de l'objet en question. Ça veut dire que vous avez une statue, voilà, là vous avez... Voilà, et là vous avez une réalité virtuelle, 3D, qui apparaît, et là, si on tourne la tablette, on pourra visiter, et on pourrait rentrer dans cette 3D qui apparaît. Voilà. Vous pourrez, voilà, et ça apparaît sur le... Il pourra vous montrer ça tout à l'heure pour ceux qui le veulent. Donc ce qui montre qu'à travers ça, on a des statues de la cité qui ont perdu leur ornement, on ne sait plus comment elles étaient. Ben, on va prendre une polémique. Moi je voudrais revoir la cité avant que Viollet-le-Duc refasse la rénovation avec Prosper Mérimée. Et là on verrait
Et on pourrait un jugement, on pourrait un vote. Peut-être c'était mieux, c'était moins bien, je veux les toits en ardoise, je veux les toits en tuiles, et au moins on pourrait avoir une réaction pédagogique. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra accompagner tout le monde. Ça veut dire qu'on pourrait accompagner le gamin qui a quelques années, qui pourrait jouer un jeu immédiat avec son copain qui est à l'autre bout de la planète, à Londres, aux États-Unis ou autre, il pourrait se déambuler d'un château comtal, faire une bataille à autre, revoir pour ceux qui sont érudits une chevauchée fantastique à travers la cité et qui permettrait effectivement de vivre des choses qui seraient extraordinaires. Ou lorsqu'on est en haut des remparts, de voir que le canal du Midi il est là-bas, c'est ça. D'accompagner le touriste qui arriverait sur le canal du Midi. J'ai appris qu'il y avait 53 km de canal sur la Globe, c'est ça? 53 km. Donc il faut mettre 53 km de bord, monsieur le Président. Pourquoi? Parce que demain, aujourd'hui, le touriste qui est dans son bateau, qui a préparé son voyage, qui fait partie de ces gens qui sont tous ces voyageurs, possède en moyenne 1,5 appareil par personne. Pas un, ils en ont plus de 1. C'est tout de, bon, pour montrer, ils ont tous des tablettes, la tablette, le téléphone, etc. Ça veut dire que toutes ces personnes qui ont la connexion, donc lorsqu'ils sont sur ce bateau, ils arrivent au port de Carcassonne, où il y a déjà une borne Wi-Fi. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, la mairie de Carcassonne a mis une borne au canal, Sport Gambetta et à la Poste. Et bientôt à la Cité. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Et toutes ces opérations, et mon rôle c'est de dire, allez Daniel, il faut en mettre plus, et Régis, il faut en mettre plus, et la région, et on n'en mettra jamais assez. Et imaginez demain que tous ces gens-là, on récupère les informations, on leur dit, bon, d'abord on vous remercie parce que vous êtes venus nous voir, vous avez dépensé 4 sous, on est content de vous avoir dépensé, mais sachez que vous avez oublié de voir ça, et qu'on peut vous le vendre, on peut vous vendre toute une économie, et c'est là où on va avoir cette richesse qui va nous permettre effectivement de valoriser ce territoire. Alors ça c'est un exemple comme tant d'autres. Alors l'exemple, il est tellement beau que je l'ai présenté au maire, je suis allé voir monsieur le maire, monsieur Lara lundi, et il a dit ouais super génial. Et donc il associe les autres villes, et moi j'ai trouvé ça génial, parce que on a parlé pendant 1 heure, et il a dit mais il faut associer, est-ce qu'on peut le mettre ailleurs? Ça, mais bien sûr, on peut interagir avec Nîmes. Lorsqu'on a aujourd'hui des bateaux entiers qui arrivent à 7 et qu'on ne sait pas quoi en faire, ou que les Chinois qui ont acheté aujourd'hui l'aéroport, une partie de l'aéroport de Toulouse, ça veut dire tout ça, on peut mettre tout ça en synergie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle économique qu'on peut avoir, à travers le numérique, qui est les fondations, ce n'est pas une fin en soi le numérique, c'est une culture, c'est de rentrer dans ce schéma-là, et c'est là où je veux vulgariser, et je vous en remercie d'être aussi présents, et vous êtes les porte-parole de mon discours, j'espère, c'est de dire aujourd'hui, sur le numérique, on peut implanter cette richesse sur le territoire. Sur ce territoire, on peut valoriser parce qu'on a plein de richesses, et on peut créer une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, on est tous capables de la démultiplier à haute dose. Et à partir de là, lorsqu'on aura ce label dans la grande région, parce que chaque région, dans le département, il y a un label à partir d'une économie autre. Si on pouvait avoir ce label-là, d'associer économie, tourisme, numérique, et avoir un label global, et ça, moi je serais le plus heureux, parce qu'à travers ça, on véhicule des millions et des millions. Un exemple qui me vient spontanément, parce qu'on est parti aux États-Unis, c'était le 25 décembre. Et le 25 décembre, chose particulière, je n'avais jamais vu ça, une chorégraphie des filles d'Air France. Et je dis à ma compagne, je dis, regarde, je filme. Quand je suis arrivé à San Francisco, on est arrivé à San Francisco, oui, on est à San Francisco, Los Angeles. Lorsqu'on est arrivé à Los Angeles, j'ai regardé le compteur. Dans mon voyage, j'avais 60 000 personnes qui avaient vu la chorégraphie. 60 000 personnes, tout banal, de chorégraphie d'Air France. Imaginez que demain, on fasse un événement quel qu'il soit, et qu'il soit repris sur YouTube ou autre à des millions d'exemplaires. Je vous dis, la campagne, quand je vois moi la campagne de télévisée que fait la région, magnifique, avec des films magnifiques, ça doit coûter 10 bras, je ne sais pas ce que le budget, ça doit coûter une certaine somme importante. Quand je vois aujourd'hui la capacité aujourd'hui de toucher des milliards d'individus à travers un outil qu'on peut maîtriser à la source et d'en retirer les fruits par rapport à ce que nous pouvons faire, c'est là la volonté. Et aujourd'hui, ce territoire que j'aime, j'aimerais le défendre à travers ce projet-là parce qu'il est facteur de plus-value. Et à partir de là, Frédéric,
mais il n'y aura aucun souci, il pourra attirer toutes ces entreprises. Si dans la grande région, on lui dit, mais moi je connais un endroit dans le territoire où je sais qu'il y a du haut débit, il y a de l'infrastructure, il y a des circuits universitaires, il y a des écoles, il y a des CFA qui peuvent emmagasiner de la valeur, mais l'entreprise ne peut que venir. Voilà.